Chers amis, mille grâces d'être parmi nous. Les reportages d'été nous transportent aujourd'hui en plein XVIIIe siècle, sous Louis XV, au cœur du Gévaudan. En effet, nous allons aller à la rencontre de la bête, la fameuse bête dont on dit qu'elle aurait été un loup ou pas, ou tout au moins une grosse bête. Et nous irons également à Margevol, la capitale du Gévaudan, à Mende voir sa cathédrale et son historique pharmacie, puis en suivant la vallée du Lot, nous finirons dans le village fortifié de Villars. Les textes sont de Sandra, la visite d'Alexandre et Pauline et la réalisation R2M. Au cœur du Gévaudan est un sujet R2M, audiovisuellement vôtre. Pour gagner le Gévaudan, en partant d'Ispagnac, il faut traverser le Causse Sauveterre. Presque semblable au Causse Méjean, le Causse Sauveterre fait partie des grands causses de Lozère. Il est bordé par les gorges du Tarn au sud, les Cévennes à l'est et la vallée du Lot au nord. Il tient son nom de l'époque où les protestants l'ont fui à la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV au XVIIe siècle. Ils l'ont laissé, quittés, abandonnés, se sont sauvés de leur terre, d'où le nom Sauveterre. Et nous voici à Margevol, cette ville fortifiée, capitale du Gévaudan. C'est ici, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, qu'Étienne Lafont envoie une énième fois des chasseurs à la poursuite de la bête du Gévaudan. Car ça y est, nous sommes dans le Gévaudan. La bête. La fameuse bête du Gévaudan sévit de 1764 à 1767 et fit de nombreuses victimes d'attaques cruelles. Dans un premier temps, soutenu par l'évêque de Mende, c'est les soldats du capitaine Duhamel et le régiment de Clermont-Prince qui mènent les traques. Mais les attaques continuent. L'information qu'une bête horrible, immaîtrisable, échappant à ses traqueurs, monta jusqu'à Versailles pour en devenir une affaire d'État. Devant l'ampleur que prend l'affaire de la bête du Gévaudan, Louis XV mandate ses meilleurs louvetiers, puis son propre porte-arquebuse, François-Antoine. François-Antoine, qui finit par tuer en 1765, sur le domaine de l'abbaye royale de Chazes, un énorme loup qui semble ressembler à la bête. Ce loup fut naturalisé et présenté au roi Louis XV ainsi qu'à toute la cour du château de Versailles. L'affaire est donc classée et plus personne ne veut entendre parler ou reparler de la bête du Gévaudan. Et pourtant, la région recense de nouvelles victimes. Et ce n'est qu'en juin 1767 que Jean Chastel, lors d'une battue, abat à la sortie d'un bois une bête ressemblant à un loup. S'ensuit beaucoup de témoignages qui affirment que c'est bien la bête. Et depuis, la région ne comptera plus de victimes. On ne sait pas trop qui était précisément la bête du Gévaudan. Et cela anime et animera encore bien des débats. Nous avons voulu en savoir plus sur le loup, cet animal soi-disant mangeur d'hommes. C'est donc au milieu du Gévaudan que nous sommes allés dans le parc animalier des loups du Gévaudan. Ici vivent 5 espèces de loups totalement inoffensives, car oui, le loup est ordinairement craintif et a peur de l'homme. Notre première rencontre est avec le loup du Canada. Nous avons même la chance de voir un louveteau. Celui-ci n'a que quelques semaines et vient de quitter sa tanière.
Le loup du Canada peut être noir, gris ou gris clair en fonction de la végétation. Et si son habitat est ombragé, qu'il évolue dans un environnement obscur, sombre, il sera plutôt foncé, comme ce couple de loups également du Canada, mais à pelage noir. Le loup de Mongolie, lui, a plutôt un pelage fauve et presque roux pour certains originaires des zones semi-désertiques proches du désert de Gobi. Voici maintenant le loup arctique avec son pelage plus dense, plus clair aussi, presque blanc, et ses oreilles et museaux plus courts que les autres espèces pour se protéger du froid. Nous voici avec le loup de Sibérie, originaire des toundras de Sibérie et des forêts de Russie. Cette espèce présentant un pelage gris fauve peut parcourir de grandes distances à la recherche de proies. Et pour finir, nous voici avec le loup de Pologne. Le loup de Pologne est à peu près celui qu'on pouvait rencontrer en France au début du XXe siècle. Son pelage est plutôt gris clair. Avant d'être connu pour la montée Jalabert, notre célèbre cycliste français qui gagna à Mende une étape de la Grande Boucle, Mende, sur les bords du Lot, est également la préfecture de Lozère. Au pied de la cathédrale, nous retrouvons Alexandre, qui sera notre guide. Mais avant, suivons Pauline pour visiter la cathédrale Notre-Dame et Saint-Privat. Sa construction débuta en 1368 à l'initiative du pape Urbain V. Urbain V, originaire du Gévaudan et 200e pape de l'Église catholique. De nombreux objets sont référencés, dont le maître-autel du XXe siècle, des tapisseries d'Aubusson du début du XVIIIe siècle. Les boiseries et les grandes orgues, quant à elles, sont du XVIIe siècle. Notre curiosité nous mène jusqu'à la crypte Saint-Privat, où était enseveli le corps du martyr. Traversons la ville et retrouvons Alexandre qui va nous ouvrir les portes d'une des grandes curiosités de Mende, son ancienne et historique pharmacie. Car il faut savoir que la Lozère est une terre de médecins. Guy de Cholac aurait, à 8 ans, guéri la jambe cassée d'une fille d'un baron qui, 2 jours après, courait comme un lapin. En remplacement d'une autre pharmacie aujourd'hui disparue, celle-ci, remarquable, nous plonge dans la médecine du XIXe siècle. Elle fut créée vers 1859 et servie jusqu'en 1973. Restaurée en 2019, elle dispose d'un grand ensemble de façades en noyer qui recrée l'ambiance de nos boutiques d'apothicaires d'autrefois. Alexandre nous fait découvrir toutes les richesses du mobilier, des flacons et des plantes. La visite de Mende se poursuit au travers de passages et de cours intérieurs
avant de finir sur les bords du Lot, cette rivière qui traverse la Lozère d'est en ouest. En suivant la vallée du Lot, nous finissons notre balade dans le Gévaudan à Villars-Vieux. L'ensemble fortifié a été construit au XIIe siècle par les évêques de Mende pour défendre le château de Chanac. On y pénètre par cette porte encadrée de 2 tours rondes massives qui semblent monter la garde. Une fois à l'intérieur, à l'abri des remparts, les bâtiments évoquent plutôt le Moyen-Âge. L'église est romane, mais reprise à l'époque gothique, reconnaissable à son clocher-porche et ses peintures murales intérieures. Quant à ce bâtiment massif, il inspire plutôt le XVIe siècle.